Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Alors évidemment, on parle de ce qui se passe à Ottawa, puis on trouve ça incroyable. Hein? Je suis le premier à regarder ça avec stupéfaction. Mais il se passe aussi beaucoup de choses à l'international et j'ai trouvé pertinent qu'on parle avec quelqu'un qui s'y connaît au niveau du Moyen-Orient, parce que ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est quand même incroyable. Et on voit des images de gens qui sont heureux, ravis de ces changements-là, qui semblent être de toute allégeance. Alors, est-ce que ça va durer? On en discute avec le professeur au département des sciences politiques de l'Université Laval. Il était un expert des enjeux politiques du Moyen-Orient, M. Francesco Cavatorta. Bonjour, M. Cavatorta. Bonjour tout le monde. Bien, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Les gens qui nous écoutent ont sûrement un appétit pour bien comprendre ce qui se passe en Syrie. Est-ce qu'on peut remettre ça en contexte avec le mouvement qu'on a senti au moment du printemps arabe? Oui, bien sûr. Au moment du printemps arabe, entre la fin de 2010 et 2011, dans plusieurs pays du monde arabe, il y a eu des manifestations de masse contre le pouvoir autoritaire en place. Ils ont eu du succès en Tunisie, en Égypte, au Yémen, sur le court terme, on va dire. Les dictateurs en place sont partis. En Libye, il est parti, Kadhafi, ensuite il a été tué avec l'aide de la communauté internationale occidentale qui a appuyé la rébellion. En Syrie, les choses se sont déroulées différemment, dans le sens que oui, il y a eu les manifestations, il y a eu des demandes de changement, des demandes d'ouverture politique aussi, qui ont été réprimées tout de suite dans le sang par Bachar al-Assad et par son apparat sécuritaire. Dans la tradition syrienne, on va dire, de son père, dont le credo était que toute opposition à lui, à son régime, devait être réprimé tout de suite. C'était jamais vraiment question de négocier, d'ouvrir, non, la logique était de réprimer les plus durement possible pour faire comprendre à la majorité, aux manifestants, que c'était lui qui était en charge et personne d'autre allait lui imposer une autre volonté. Et là, l'armée, semble-t-il, a comme entendu raison et a décidé de ne pas prendre la défense de Bachar al-Assad. Oui, en effet, après 14 ans de guerre civile dans lequel il y a eu plusieurs groupes de rebelles, d'insurgés qui se sont succédés, dans lequel il y a eu des interventions étrangères, le régime de Bachar al-Assad a été appuyé fortement par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, avec argent, armes, conseillers militaires, soldats aussi, faut pas oublier. Ça semblait la victoire semblait être assurée. 2015-2016, Bachar avait gagné la guerre contre les insurgés, mais il restait des poches dans lesquelles ils contrôlaient un certain territoire. Et puis avec les changements, je pense, au niveau géopolitique de 18 derniers mois, la guerre en Ukraine qui a affaibli les Russes, la guerre d'Israël contre Hezbollah qui a affaibli Hezbollah. L'Iran n'a pas autant non plus. Donc, ils ont baissé la garde un peu. Ses partenaires étrangers ont baissé la garde en général et le régime Assad était livré lui-même. Exact. Et donc, ils l'ont laissé tomber à la fin et l'armée n'a plus voulu combattre pour lui. Et j'imagine que quelqu'un à l'intérieur du régime lui-même a fait un accord avec les insurgés pour dire, bon, nous, on ne combat pas et vous nous laissez tranquilles ou plus ou moins tranquilles dans l'après-Bachar. Alors, des résolutions de l'ONU évoquent qu'ils vont soutenir de façon ambitieuse la Syrie. Qu'est-ce que vous voyez devant comme forme d'implication? Je pense que... Je vois votre réaction. Je pense, c'est vraiment un sourire amer, parce que je pense que les déclarations de la communauté internationale, il faut toujours les prendre avec beaucoup de... je dis pas d'incrédulité, mais il faut quand même le peser pas mal. C'est-à-dire que tout le monde a dit qu'ils veulent la paix en Syrie, que maintenant la stabilité gouvernementale est importante et tout ça, mais entre-temps, il y a les Israéliens qui bombardent tous les jours, les Turcs qui bombardent les Kurdes, les Américains qui bombardent l'État islamique et les Russes qui ont encore 2 bases militaires. Donc oui, tout le monde veut la paix et la stabilité en Syrie, sauf qu'ils veulent aussi préserver, maintenir ou avancer leurs intérêts. Et dans une situation pareille, ça rend les choses plus difficiles pour les acteurs locaux, effectivement, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter ensemble de leur vision commune pour la Syrie. Donc, j'ai peur que l'enthousiasme est légitime. Je pense qu'il y a
de la marge pour être assez optimiste, mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste, dans le sens qu'il y a pas mal de défis que la Syrie doit régler. Et malheureusement, beaucoup de ces défis ne dépendent pas des Syriens, mais dépendent de pouvoirs qui aujourd'hui occupent la Syrie à la fin de compte. Voilà, mais dites-moi, donc là, on parle donc de ce que la Syrie, de ce que l'international peut contribuer ou contrôler en Syrie. Qu'en est-il donc du nouveau leader, là, Mohamed Al-Jolanin? Est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? Est-ce qu'on peut croire? Parce qu'actuellement, il se dit porte-parole de tous les Syriens. Est-ce que c'est une période qui pourrait être courte ou on peut avoir confiance selon vous? Confiance, je ne sais pas, mais je crois que ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a les mots qui sont importants, mais les actions sont encore plus importantes. Pour l'instant, les actions semblent être suivre les mots. La deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est que les institutions de l'État sont restées en place. Donc ça, c'est pas mal important. Je crois que c'est quand même un signe positif. Les écoles ont réouvert, la police est encore en place, l'aéroport va réouvrir bientôt, la Banque centrale continue à faire son travail. Donc, je crois que les institutions gouvernementales qui restent en place, c'est un indicateur on veut vraiment qu'on se stabilise et que les petits fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement n'ont pas de prix à payer pour le régime dans lequel qu'ils ont servi à la fin de compte. Donc, il faut voir ensuite les autres groupes aussi, comment ils vont réagir. Et s'il y a un accord pour quel type de Syrie il faut avoir, État centralisé, État non centralisé, une fédération. Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Mais, M. Cavatorta, pour une personne qui s'y connaît peu, comme la vaste majorité des gens sur la situation au Moyen-Orient, comment y a-t-il des parallèles à faire? Est-ce que c'est déplacé, par exemple, de se rappeler de ce qui s'est passé récemment en Afghanistan ou une personne qui garde le contrôle est finalement tassée du poste de direction et que ça devient un peu chaotique? Y a-t-il des parallèles à faire? Oui, il y a toujours des parallèles à faire, mais pas seulement au Moyen-Orient, avec tous les États dont le dictateur s'en va après tellement de décennies et où il y a des insurgés des différents, on va dire, sensibilités idéologiques qui doivent se mettre d'accord. Je ne pense pas que ça concerne seulement le Moyen-Orient, je pense que ça concerne beaucoup de pays historiquement et encore aujourd'hui dans le présent. L'avantage de la Syrie, s'il y a un avantage, c'est qu'il semble y avoir, comme j'ai répété, un véritable intérêt pour garder les institutions de l'État en place et un véritable enthousiasme de la population qui, effectivement, peut aider dans les négociations qui vont avoir lieu au niveau politique, qui peut aider à dire, je crois que la population voudrait bien une période de stabilité, d'accalmie, de paix, après 55 ans de dictature, dont les derniers 14 ans, plus ou moins 13 ans, on va dire, de guerre civile. Là-dessus, d'ailleurs, c'était vraiment touchant, je le disais d'entrée de jeu, de voir ces foules des foules en liesse, heureuses de se retrouver et qui, de toute évidence, n'avaient pas du tout les mêmes visions, le même côté pratiquant ou pas. Vous semblez évoquer que un aspect très important de ça, c'est que les institutions demeurent. Elles n'ont pas été fermées. Ça, pour vous, ça maintient, ça garde la stabilité dans le pays? Ça donne l'idée que les changements qui vont avoir lieu vont être importants, oui, mais qu'il y aura une continuité de l'État. Peu importe si l'État avant était hyper autoritaire, il y avait quand même des institutions en place. Retrouver la normalité, c'est quelque chose, par exemple, que dont les Libyens n'ont pas bénéficié après la chute de Kadhafi, dont les Irakiens n'ont pas vraiment bénéficié après la prise de Bagdad par les Américains. Et donc, je pense que c'est un critère qu'il faut garder dans la tête comme un détail important, comme un facteur important de stabilité. L'effet, par exemple, qu'une semaine après, les enfants soient déjà retournés à l'école, que l'université a réouvert, que l'aéroport va réouvrir. Ça, c'est des indicateurs positifs et qu'il n'y a pas eu encore des exécutions de masse de la part de ceux qui étaient les anciens ennemis, par exemple ceux qui appartenaient à l'appareil sécuritaire. C'est sûr qu'il y a eu des déplacements. Donc, il y en a pas mal qui sont partis au Liban pour s'assurer qu'il n'y a rien qui arrive et il y a des communautés qui ont peur. Ça, je pense que c'est légitime. Mais l'indication générale que les nouveaux dirigeants donnent semble être à la paix et à l'accalmie. Je pense qu'avec la continuation des institutions de l'État, c'est important de le souligner. Ça donne de l'espoir, en tout cas.
Ben, en tout cas, c'est très encourageant d'entendre ça parce que ce qu'on comprend d'ici, c'est que ce mouvement, cette révolution contre Bachar al-Assad a été menée avec beaucoup de raffinement, beaucoup de finesse. C'est une vision de vouloir maintenir les institutions, une vision qui est tenue là, par le leader de cette révolution. Absolument. Je crois que le vrai test sera le moment où, comme chaque État, l'État doit avoir les monopoles de l'emploi de la force à l'intérieur de ses territoires. Et là, il y a deux défis majeurs. J'en ai déjà parlé, c'est les puissances étrangères qui sont présentes avec leur armée. Il faudrait qu'elles, je ne dis pas qu'elles dégagent, mais qu'au moins qu'elles arrêtent de bombarder le pays. Et qu'elles respectent la volonté du peuple là-bas, bien sûr. Ça, ce serait important. Et deuxièmement, il y a tellement de groupes et des milices armées. La vraie question est, c'est qui va être les premiers à rendre ses armes à l'État qui est en train de se former et qui donc risque ensuite de se trouver désarmé si jamais les choses tournent au pire. Et ça, c'est toujours les moments les plus complexes. C'est qui va rendre son Kalachnikov en premier? C'est ça. Ben, naturellement, écoutez, on leur souhaite bonne chance, mais là, on leur souhaite bonne chance de façon plus instruite. Merci beaucoup, M. Cavatorta, de nous avoir émis vos lumières sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Francesco Cavatorta, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval.